Claire. La dernière chose que j'ai vue avant que mon monde ne bascule a été le sourire de ma cousine. Pas le genre de sourire qu'on arbore lorsqu'on fête des fiançailles. C'était le sourire satisfait de quelqu'un qui attendait le moment parfait. « Oh mon Dieu, fais attention où tu mets les pieds », s'est esclaffée Brittany. Ses mains ont heurté brutalement mes épaules. J'ai trébuché en arrière. Mon talon a accroché le rebord de la première marche. Puis la gravité a pris le dessus. L'escalier est devenu un flou de bois ciré. De lumière de cristal et de cris stridents tandis que je dégringolais marche après marche. Mon épaule a heurté la rampe. Quelque chose a craqué près de mon cou. Ma tête a frappé le sol en marbre avec assez de violence pour que la pièce explose en une lumière blanche. Pendant quelques secondes terrifiantes, je n'ai pas pu bouger. Du sang chaud s'est répandu sur le devant de ma robe blanche. Les invités ont octé de stupeur. Quelqu'un a fait tomber un verre de champagne. Puis, au lieu de la panique, j'ai entendu des rires. Ce n'était qu'une blague, a crié Brittany depuis le palier, se couvrant la bouche comme si elle ne pouvait s'empêcher de rire. Claire surréagit toujours. Personne ne s'est précipité pour m'aider. Au lieu de cela, plusieurs membres de la famille se sont empressés d'aller vers Brittany, lui demandant si elle allait bien parce que la fête avait été interrompue. Je suis resté allongé là, à fixer le plafond, essayant de respirer, me demandant comment j'étais encore une fois devenu le problème. Je ne le savais pas encore, mais moins de 24 heures plus tard. Un médecin des urgences regarderait mon IRM, quitterait silencieusement la pièce, reviendrait avec la sécurité de l'hôpital et composerait le 911. Quelqu'un s'est enfin agenouillé à côté de moi. Ce n'était ni ma tante, ni mon oncle, ni même ma mère. C'était une collègue de Brittany, une femme que je n'avais jamais rencontrée auparavant. « Ne la bougez pas », a-t-elle dit fermement. « Appelez une ambulance. » « Nous n'avons pas besoin d'ambulance », a répliqué ma tante Linda presque aussitôt. Claire a toujours été dramatique. J'ai tapé la tête. Ai-je murmuré. « Tu as glissé », m'a interrompu Brittany avant que je ne puisse ajouter quoi que ce soit. « Tu sais à quel point tu as toujours été maladroite. » Elle se tenait toujours en haut de l'escalier, parfaitement calme dans sa coûteuse robe de fiançailles. Pas une seule fois elle ne m'a demandé si j'étais blessé. Au lieu de cela, elle a froncé les sourcils en voyant la tache de sang qui s'agrandissait sur ma robe. Je n'arrive pas à croire que ça soit arrivé pendant ma fête. Ces mots ont fait plus mal que la chute. 2 ambulanciers sont arrivés en quelques minutes après qu'un autre invité eut ignoré les protestations de ma famille pour appeler les secours. Quoi qu'il en soit, alors qu'ils me posaient une minerve autour du cou, l'un d'eux m'a demandé doucement, « Pouvez-vous me dire exactement ce qui s'est passé ?» Mais avant que je ne puisse répondre, 3 voix se sont élevées au-dessus de la mienne. Elle a glissé. C'était un accident. Elle a perdu l'équilibre. J'ai tourné la tête juste assez pour regarder Brittany. Elle a soutenu mon regard, puis, lentement, elle a souri, ni nerveuse, ni coupable, mais confiante. Elle savait exactement ce que tout le monde autour d'elle faisait, la protéger. Le trajet jusqu'à l'hôpital s'est déroulé dans des éclairs de douleur. Les gyrophares lumineux de l'ambulance et des questions auxquelles j'avais du mal à répondre. Les scanners ont eu lieu en premier, suivi d'imageries complémentaires après que je me suis plainte que mon cou me semblait étrangement instable chaque fois que j'essayais de bouger. Le médecin d'urgence a ordonné une IRM avant de me garder en observation. La lumière du soleil matinal filtrait à travers la fenêtre de l'hôpital lorsque les résultats sont arrivés. Un médecin des urgences plus âgé s'est présenté, a affiché mes scans à l'écran et a commencé à les étudier. Des minutes ont passé, puis d'autres encore. Il s'est rapproché, a zoomé, a mesuré quelque chose. Son expression a lentement changé, de la confusion, de l'inquiétude, puis une alarme inconfondable. Sans dire un mot, il s'est levé, « Je reviens tout de suite. » Il a quitté la pièce en emportant la tablette d'imagerie. Lorsqu'il est revenu, 2 agents de sécurité de l'hôpital l'ont suivi silencieusement à l'intérieur.
Il a fermé la porte derrière eux, a décroché le téléphone mural. A composé 3 chiffres et a dit calmement. J'ai besoin de la police aux urgences immédiatement. Je l'ai regardé. Complètement abasourdi, quoi? Qu'avez-vous trouvé? Il a jeté un dernier coup d'œil à mon IRM avant de répondre. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bip régulier du moniteur cardiaque. J'ai regardé le médecin, puis les 2 agents de sécurité immobiles près de la porte. Mon estomac s'est noué. Docteur? Ai-je dit? La voix à peine plus haute qu'un murmure. Est-ce que je vais mourir? Il a rapproché sa chaise de mon lit et a secoué la tête. Non, Claire? Ce n'est pas pour cela que j'ai appelé. Le soulagement ne m'a envahi qu'une seconde, alors pourquoi la police vient-elle? Il a joint les mains. Parce que ce que je vois ne correspond pas à une simple chute dans un escalier. Mon cœur a raté un battement, je ne comprends pas. J'aimerais vous poser quelques questions d'abord. J'ai hoché la tête. Avez-vous déjà eu des blessures au cou auparavant? Je ne pense pas. Il a regardé de nouveau le scan. Clavicule cassée. Quand vous aviez 12 ans. Comment est-ce arrivé? J'ai répondu automatiquement, je suis tombé de cheval. Il a noté quelque chose, et qui était avec vous? J'ai hésité, ma cousine Brittany. Il a simplement hoché la tête, pas de conclusion hâtive pour l'instant, a-t-il dit. Dites-moi juste exactement ce qui s'est passé. Alors que je fouillais dans ma mémoire. Des images auxquelles je n'avais pas pensé depuis des années ont commencé à refaire surface. Le cheval. Je me suis souvenu que Brittany lui avait donné une tape sur le flanc au moment même où je montais. En selle. L'animal s'était emballé. Tout le monde avait ri après coup. Claire a effrayé le cheval, avait insisté mon oncle. Même moi, je l'avais cru. Un autre souvenir a suivi presque immédiatement. J'avais 16 ans. Notre famille élargie avait loué un chalet au bord d'un lac. Brittany est arrivée derrière moi pendant que je me tenais sur le ponton. L'instant d'après, j'étais sous l'eau. Quand je suis remonté, tremblante et en pleurs, tout le monde a ri. Tu aurais dû voir ta tête, avait dit Brittany. Ce n'était qu'une blague. Lorsque j'avais glissé sur le ponton mouillé et que je m'étais cogné l'épaule. Toute la conversation avait tourné autour de ma maladresse. Pas autour de la raison pour laquelle on m'avait poussé. Il y a eu d'autres choses que j'ai avouées à voix basse. Le médecin n'a pas interrompu. Quand j'étais enfant. Je me suis cassé le poignet. Comment? Je suis tombé dans l'escalier de la cave. Et Brittany était là. Oui. Que s'est-il passé immédiatement avant la chute? J'ai ouvert la bouche. Rien n'est sorti. J'ai réalisé, je ne m'en souvenais pas. Non pas parce que cela ne s'était pas produit. Mais parce qu'à chaque fois que j'avais essayé d'expliquer quelque chose au fil des ans, quelqu'un d'autre avait corrigé mes souvenirs. Non. Claire. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu as toujours été dramatique. Tu inventes tout ça. Après avoir entendu ces mots un nombre incalculable de fois, j'avais cessé de me faire confiance. Le médecin a tourné l'écran d'ordinateur vers moi. Il n'a pointé aucune image spécifique. Au lieu de cela, il a parlé prudemment, lorsque les médecins examinent des scans. Nous ne cherchons pas seulement la blessure d'aujourd'hui. J'ai froncé les sourcils. Nous sommes formés pour reconnaître des schémas récurrents. Mon pouce est accéléré. Des schémas? Oui. Il choisissait chaque mot avec une attention évidente. Parfois. Nous découvrons des preuves qui nous indiquent que les blessures d'un patient n'ont pas commencé avec l'événement qui l'a amené à l'hôpital. Un frisson m'a parcouru.
J'ai fixé les images en noir et blanc de mon cou et du haut de ma colonne vertébrale. Incapable d'en donner un sens. Ce sont d'anciennes blessures? Je dis qu'il y a des constatations que je ne peux pas ignorer. Un léger coup à la porte nous a interrompus. 2 policiers en uniforme sont entrés dans la pièce. Aucun des deux ne semblait agressif. L'un d'eux m'a adressé un petit sourire rassurant, « Mademoiselle Dawson. » Oui. Je suis l'inspecteur Alvarez, et voici l'inspecteur Maurice. Le plus âgé des inspecteurs a jeté un coup d'œil vers le médecin. Nous comprenons qu'il y a des préoccupations médicales qui nécessitent des constatations officielles. Le médecin a hoché la tête, c'est le cas. Mon estomac s'est noué. Les inspecteurs n'ont même pas regardé leur carnet. Au lieu de cela, l'inspecteur Alvarez a tiré une chaise. Nous ne sommes pas ici pour accuser qui que ce soit aujourd'hui. Il a fait une pause, nous sommes ici pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Pour la première fois depuis cette chute dans l'escalier, personne ne m'a interrompu. Personne ne m'a corrigé. Personne n'a ri. Les inspecteurs ont écouté en silence pendant que je décrivais comment Brittany m'avait poussé. Quand j'ai eu fini, l'inspecteur Maurice a posé une question toute simple. Vous a-t-elle déjà fait du mal auparavant? J'ai baissé les yeux sur mes mains. Pendant des années, j'aurais répondu non. Parce que c'était ce que tout le monde dans ma famille s'attendait à ce que je dise. Mais soudain, je n'étais plus sûr que cette réponse soit vraie. Avant que je ne puisse répondre, le médecin des urgences m'a regardé droit dans les yeux. Sa voix était calme, mais ses mots ont tout changé, Claire. Cette IRM raconte une histoire bien plus vaste que la chute d'hier. Pendant que l'inspecteur Maurice restait avec moi à l'hôpital, l'inspecteur Alvarez est parti commencer à interroger les personnes qui avaient assisté à la fête de fiançailles de Brittany. En fin d'après-midi, les premiers rapports arrivaient déjà. Les récits semblaient presque identiques. Claire a glissé. Elle a perdu l'équilibre. Nous n'avons pas vraiment vu ce qui s'est passé. C'était un regrettable accident. L'inspecteur Alvarez a étalé plusieurs dépositions de témoins sur la table de réunion du commissariat. Ils utilisent tous les mêmes expressions, a-t-il observé. Son coéquipier a hoché la tête, c'est presque du mot pour mot. Une déposition contenait même la phrase exacte qu'un autre invité avait utilisée. Cela ressemblait moins à des souvenirs indépendants qu'à un témoignage répété. Pendant ce temps, Brittany agissait comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Elle a publié des photos de fiançailles souriantes sur les réseaux sociaux. La plus belle nuit de ma vie. Des dizaines de membres de la famille ont commenté sous les photos, magnifique couple. Soirée parfaite. Si heureux que tout se soit bien passé. Pas un seul n'a mentionné l'ambulance. Pas un seul n'a mentionné la femme qui était partie de la fête sur un brancard. J'ai fixé les photos depuis mon lit d'hôpital. Mon sang avait à peine séché sur ma robe, et il faisait déjà comme si je n'avais jamais existé. L'inspecteur Alvarez a commencé à séparer les témoins au lieu d'interroger les membres de la famille. Ensemble. Les divergences sont devenues évidentes presque immédiatement. Une voisine âgée qui était venue avec son mari a froncé les sourcils lorsqu'on l'a interrogée sur l'escalier. Je n'ai pas vraiment vu Claire tomber, a-t-elle admis honnêtement. Mais j'ai entendu Brittany la taquiner toute la soirée. Quel genre de taquinerie? Oh, des petits commentaires. Elle a hésité. Ajoutant que Brittany disait que Claire trouvait toujours le moyen de ramener l'attention sur elle. Un autre invité se souvenait de quelque chose de différent. Brittany n'arrêtait pas de plaisanter en disant que Claire était plus jolie qu'elle. L'inspecteur a levé les yeux, vous en êtes sûr? J'en suis certain. L'invité s'est bougé nerveusement sur sa chaise. Elle avait déjà bu plusieurs verres à ce moment-là. Des heures plus tard, les inspecteurs ont localisé l'une des demoiselles d'honneur de Brittany. Elle semblait nerveuse dès l'instant où elle s'est assise, je ne veux pas m'en mêler. Nous vous demandons seulement la vérité. La femme a fixé la table, puis elle a soupiré, avant que tout le monde n'arrive. Brittany a fait une blague. Quel genre de blague? La demoiselle d'honneur a ravalé sa salive.
Elle disait que Claire réussissait toujours à attirer l'attention lors des fêtes de famille. L'inspecteur est resté silencieux. La demoiselle d'honneur a poursuivi, elle a ri et a dit, ce soir. Je vais enfin lui donner une leçon. La pièce est devenue terriblement silencieuse. Quelqu'un a réagi? Nous pensions qu'elle plaisantait. Cette déclaration a changé le cours de l'enquête. Pour la première fois, les inspecteurs ne considéraient plus cela comme un accident. Ils envisageaient une intention criminelle. Ils sont retournés dans le quartier entourant la salle de réception, espérant que la caméra de surveillance de quelqu'un d'autre aurait pu capter un autre angle. La plupart des caméras donnaient sur les allées. L'une pointait vers l'entrée principale, une autre dominait le trottoir. Puis un inspecteur a remarqué une petite caméra fixée sous le toit du porche de la maison située juste en face. Son angle n'était pas parfait, mais elle faisait face à l'escalier menant au bâtiment. Le propriétaire a accepté de fournir l'enregistrement. Les images n'étaient pas spectaculaires. Il n'y avait pas de vue claire des mains poussant quelqu'un. Mais cela en montrait suffisamment pour soulever de sérieuses questions. Claire apparaissait près du haut des marches. Brittany s'avançait directement vers elle. Il y avait un mouvement brusque et violent. Claire disparaissait du cadre. Moins d'une seconde plus tard, des gens se précipitaient vers l'escalier. L'inspecteur Maurice a rejoué la vidéo plusieurs fois, on ne voit pas la pousser elle-même. Non. Mais on voit Brittany se diriger vers Claire juste avant la chute. Et tout le monde a prétendu que Claire avait simplement perdu l'équilibre. Aucun des deux inspecteurs n'a parlé pendant plusieurs secondes. La chronologie ne correspondait plus du tout à la version de la famille. Alors que les enquêteurs continuaient à interroger les invités, un autre problème a fait surface. Les membres de la famille décrivaient les moments ayant suivi la chute de manière divergente. L'un d'eux affirmait que Brittany s'était précipitée en bas pour m'aider. Un autre prétendait que Brittany n'avait jamais quitté le palier. Un troisième jurait que Brittany se trouvait à l'autre bout de la pièce en train de discuter avec des invités. Les contradictions se multipliaient à chaque entretien. En dehors de la famille, en revanche, les témoignages étaient remarquablement cohérents. Plusieurs invités sans lien de parenté se souvenaient d'avoir vu Brittany rire. 2 d'entre eux se rappelaient distinctement l'avoir entendu dire « ce n'était qu'une blague ». De retour à l'hôpital, l'inspecteur Alvarez m'a tenu au courant de l'enquête, il mente. J'ai fermé les yeux. Je sais, mais pas tous, ai-je dit en le regardant. Les gens qui ne font pas partie de votre famille proche ont des témoignages qui concordent de manière surprenante, a-t-il poursuivi après une pause. Ceux de vos proches ne concordent pas. Pour la première fois depuis des années, personne ne me demandait de douter de moi-même. Il remettait en question les personnes qui m'avaient toujours poussé à douter de mes propres souvenirs. Ce soir-là, les inspecteurs ont demandé les relevés téléphoniques de Brittany et les SMS récents liés à la fête. La demande ne reposait pas uniquement sur des soupçons. Elle était étayée par les incohérences des témoins, la vidéo de surveillance et les inquiétudes du médecin concernant mes blessures. Un juge a examiné l'affidavit, puis a signé le mandat. Moins d'une heure plus tard, l'inspecteur Maurice a levé les yeux des documents. S'ils ont coordonné ces histoires. Il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. L'enquête venait d'entrer dans une phase totalement différente. L'enquête a progressé plus vite que je ne l'espérais. En l'espace de 2 jours, les inspecteurs avaient rassemblé des copies de mon dossier médical provenant d'hôpitaux, de cliniques d'urgence et de mon pédiatre d'enfance. J'ai regardé l'inspecteur Alvarez feuilleter un dossier épais. Il ne regardait pas une seule blessure, il en examinait près de 20 ans. Il s'est arrêté sur une page, quand vous aviez 12 ans, vous vous êtes fracturé la clavicule. J'ai hoché la tête, le cheval. Il a tourné une autre page, à 16 ans, grave entorse à l'épaule après une chute dans un lac. Oui. Une autre encore, à 23 ans, fissure au poignet après être tombé dans l'escalier de la cave. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Chaque page portait la même explication, accident, glissade, chute, maladresse. L'inspecteur Alvarez a levé les yeux,
Claire? À quelle fréquence ces blessures étaient-elles liées à des réunions de famille? J'ai commencé à répondre, puis je me suis arrêté parce que je le savais déjà. Presque chacune d'entre elles. Le médecin des urgences nous a rejoints plus tard dans l'après-midi. Il a placé les images de mon IRM à côté de copies de radiographie plus anciennes obtenues auprès d'autres hôpitaux. Je voulais que vous compreniez pourquoi j'ai fait cet appel. Il a pointé l'écran avec précaution, évitant le jargon médical. Cette fracture est récente. Il est passé à une autre image, celle-ci date de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Une autre, et cette zone s'est consolidée après un traumatisme important. J'ai fixé l'écran, je ne l'ai jamais su. Vous ne le saviez pas forcément. Il m'a regardé avec une réelle compassion. De nombreuses fractures guéries causent peu de douleur une fois rétablies. Il s'est interrompu, mais ce qui m'a inquiété. Ce n'est pas une ancienne blessure. C'est leur ensemble. Il a croisé les bras, la localisation, la chronologie. Les traumatismes répétés autour de votre cou et du haut de votre colonne vertébrale. Il a secoué la tête, selon mon avis professionnel. Cela ne correspond pas à une suite d'accidents indépendants. La pièce est devenue silencieuse. Pendant des années, j'avais cru que mon corps ne cessait de me faire défaut. En réalité, il en gardait la trace. Cet après-midi-là, un autre appel est arrivé au bureau des inspecteurs. Cela ne venait pas d'un membre de la famille, mais d'une femme nommée Karen Mills. Elle avait été très proche de ma tante autrefois. Avant de s'éloigner discrètement de la famille des années plus tôt. J'ai vu les informations concernant l'enquête, a-t-elle dit à l'inspecteur Maurice. Je pense qu'il est temps que je dise à quelqu'un ce que j'ai vu. Les inspecteurs l'ont invité à venir immédiatement. Karen tordait un mouchoir entre ses doigts en parlant, je porte ça en moi depuis des années. Que s'est-il passé? C'était lors d'un pique-nique du 4 juillet. Elle a baissé les yeux. Claire et Brittany se tenaient près d'une petite colline. J'ai vu Brittany tendre le pied. Ma poitrine s'est compressée. Claire est tombée le visage le premier sur les rochers. L'inspecteur Maurice a demandé doucement, qu'est-ce que tout le monde a dit après? Karen a eu un sourire amer, ils m'ont dit de ne pas faire de scène. Elle a ravalé sa salive, ils ont dit que Claire avait trébuché sur ses propres pieds. Les avez-vous crus? Je voulais les croire. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je savais ce que j'avais vu. Les inspecteurs l'ont remercié et ont ajouté sa déposition au dossier qui ne cessait de s'épaissir. Pour la première fois. Quelqu'un d'extérieur à ma famille proche confirmait ce qu'on m'avait toujours prétendu n'être jamais arrivé. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un d'autre l'avait vu. Quelqu'un d'autre s'en souvenait. Le mandat pour obtenir les relevés téléphoniques de Brittany a permis une autre avancée majeure. Les experts judiciaires ont récupéré des SMS effacés échangés avec l'une de ses amies les plus proches. Un message envoyé des mois avant la fête de fiançailles disait: c'est tellement facile de tout lui mettre sur le dos. Tout le monde la pense déjà maladroite. Un autre, envoyé seulement quelques heures avant la fête, disait: regarde bien comment Claire va trouver le moyen de ramener toute l'attention sur elle ce soir. Puis est venu un message envoyé moins de 20 minutes après ma chute, décompresse. Ils vont tous me soutenir comme d'habitude. L'inspecteur Alvarez a lu les messages 2 fois, puis a posé le téléphone en silence. Elle n'était pas inquiète. L'inspecteur Maurice a hoché la tête. Parce que le passé lui a appris qu'elle n'avait pas besoin de l'être. À mesure que les preuves s'accumulaient, les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Les dossiers médicaux, l'IRM, les dépositions des témoins, les images de surveillance. Le témoignage de Karen, les messages supprimés. Aucun d'entre eux ne prouvait chaque incident passé au-delà de tout doute raisonnable. Mais ensemble, ils établissaient quelque chose de bien plus important, un schéma répétitif. Montrant que l'escalier n'était pas une tragédie isolée. C'était la dernière escalade en date de plusieurs années d'un comportement de plus en plus dangereux. Resté impuni parce que chaque incident précédent avait été balayé d'un revers de main avant même que quiconque n'y regarde de plus près. Le procureur chargé de l'affaire a rencontré les inspecteurs plus tard cette semaine-là.
Elle a étalé les preuves sur la table de conférence. Il ne s'agit pas de rejuger chaque incident de l'enfance. Elle a tapoté le rapport de l'IRM, il s'agit de démontrer l'intention. Elle a désigné les arrêts sur image de la surveillance, l'agression dans l'escalier. Puis les dossiers médicaux, les blessures antérieures établissent le contexte. Et enfin les SMS, et ceci montre la conscience de sa culpabilité. Elle a refermé le dossier. Nous sommes prêts à soutenir qu'il ne s'est jamais agi d'un simple accident. Je suis sorti de l'hôpital le lendemain matin avec une minerve. Au lieu de rentrer chez moi. Je suis resté avec l'inspecteur Alvarez le temps de déposer une dernière déclaration enregistrée. Alors que nous finissions, son téléphone a vibré. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, ils sont là-bas. Où? Chez votre tante et votre oncle. J'ai regardé par la fenêtre du commissariat en direction du parking alors que plusieurs voitures de patrouille démarraient. Mon pouce est accéléré. Pour la première fois de ma vie. Ma famille n'aurait pas le temps de se mettre d'accord sur une autre version des faits. Les policiers ont remonté l'allée menant à la maison avant que quiconque à l'intérieur ne réalise leur arrivée. Un coup retentissant a résonné dans la maison. La porte d'entrée s'est ouverte. Avant que Brittany ne puisse dire un mot. Un policier a parlé d'une voix suffisamment forte pour que tout le monde entende à l'intérieur. Brittany Dawson, vous devez venir avec nous. Brittany a regardé les policiers un par un et a ri, c'est ridicule. Personne n'a ri avec elle. Son fiancé, Daniel, s'est avancé dans le couloir. Confus en voyant 4 policiers devant la porte, qu'est-ce qui se passe? Un inspecteur a répondu calmement, nous enquêtons sur l'agression de Claire Dawson. Brittany a croisé les bras, elle a glissé. L'inspecteur Alvarez a croisé son regard, vous l'avez déjà dit. Il a brandi un dossier, les preuves disent le contraire. Pour la première fois depuis que je la connaissais, l'assurance de Brittany a vacillé. Au cours des semaines suivantes, les procureurs ont monté le dossier pièce par pièce. L'agression dans l'escalier est restée le chef d'accusation principal. L'IRM a servi de fondement pour expliquer pourquoi l'enquête s'était étendue au-delà d'une seule chute. Des experts médicaux ont témoigné du fait que mes scans montraient un traumatisme récent au côté. De multiples fractures anciennes guéries, à différents stades de consolidation. Un chirurgien orthopédique l'a expliqué simplement au jury. Si ces blessures étaient des accidents indépendants, nous nous attendrions à une répartition et un historique différent. Au lieu de cela, nous observons des traumatismes répétés touchant des zones similaires au fil du temps. La défense a soutenu que j'étais simplement sujette aux accidents. C'est alors que l'accusation a présenté mes dossiers médicaux, hôpital après hôpital. Année après année. Les blessures se concentraient autour de réunions de famille où Brittany avait été présente. Pris isolément, aucun de ces incidents ne prouvait un crime. Ensemble, ils établissaient un schéma que le jury ne pouvait pas ignorer. Les images de vidéosurveillance ont ensuite été diffusées. Elles ne capturaient pas le contact direct des mains de Brittany. Elle n'en avait pas besoin. Les jurés l'ont vu s'avancer de manière agressive vers moi. Une fraction de seconde plus tard, je disparaissais du cadre. Puis vinrent les témoignages. La voisine qui avait entendu Brittany se moquer de moi toute la soirée. La demoiselle d'honneur qui se souvenait de Brittany disant qu'elle allait donner une leçon à Claire. Karen Mills. Qui a avoué sous serment être restée silencieuse après avoir vu Brittany me faire volontairement un croche-pied des années plus tôt. Quand Karen a terminé son témoignage, elle s'est tournée vers moi. Je suis désolé. J'aurais dû parler plus tôt. J'ai simplement hoché la tête. Il n'y avait plus rien à ajouter. Le coup de grâce est venu du propre téléphone de Brittany. Le procureur a affiché un message supprimé après l'autre sur un grand écran. C'est tellement facile de tout lui mettre sur le dos. Tout le monde la pense déjà maladroite. Puis le message envoyé après mon départ en ambulance. Décompresse. Ils vont tous me soutenir comme d'habitude. La salle d'audience est tombée dans le silence. Même des membres de ma propre famille ont baissé les yeux. Pendant des années, je m'étais demandé si j'avais tout imaginé.
Ces messages répondaient à cette question pour toujours. Pendant le contre-interrogatoire, Brittany a maintenu que chaque SMS avait été sorti de son contexte. Le procureur lui a posé une toute dernière question, si Claire a vraiment glissé. Pourquoi étiez-vous si certaine que tout le monde vous défendrait avant même que quiconque n'ait été interrogé? Brittany a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Pour la première fois, aucun membre de la famille n'était là pour répondre à sa place. Personne n'a interrompu. Personne n'a réécrit l'histoire. Plusieurs membres de la famille ont été appelés à témoigner. Les écouter était presque plus difficile qu'écouter Brittany. L'un d'eux a admis n'avoir jamais vraiment vu la scène où j'avais perdu l'équilibre cette nuit-là. Un autre a avoué avoir répété ce que Brittany lui avait dit parce qu'il supposait que c'était vrai. Ma tante a fondu en larmes à la barre, nous essayons de préserver l'unité de la famille. La réponse du procureur a été calme, en demandant à la victime de garder le silence. Ma tante n'a pas pu répondre. Des années d'excuses se sont effondrées sous une seule question. Le jury a reconnu Brittany coupable d'agression grave pour m'avoir poussé dans l'escalier. Le juge a souligné que les preuves démontraient plus qu'un acte de colère spontanée. Elles révélaient une volonté répétée de mettre en danger une personne qui avait été conditionnée à ne pas se défendre. Lors du prononcé de la peine, Brittany m'a enfin regardé. Pas avec un sourire, pas avec amusement. Juste avec l'incompréhension face au fait que la famille n'ait pas pu la sauver cette fois-ci. Ses fiançailles se sont terminées avant même la fin de l'audience. Daniel a témoigné plus tard qu'il avait rompu après avoir pris connaissance de l'enquête et des messages supprimés. Je ne pouvais pas épouser quelqu'un qui traitait un autre être humain de cette façon, a-t-il déclaré. Les conséquences ne se sont pas arrêtées à Brittany. Les enquêteurs ont déterminé que plusieurs proches avaient sciemment fourni de fausses informations au début de l'enquête. Certains ont fait face à des poursuites judiciaires pour fausses déclarations. D'autres ont évité les inculpations, mais ont définitivement détruit leur crédibilité. La famille qui avait passé des années à préserver les apparences a été contrainte de faire face à ce que ces apparences avaient coûté. Les réunions de famille se sont arrêtées. Les groupes de discussion se sont tus. Les relations se sont brisées. Non pas parce que je les avais exposées, mais parce que la vérité l'a fait. Le rétablissement n'a pas été rapide. La rééducation physique a duré des mois. Il y avait des matins où mon cou me faisait souffrir avant même que je ne me lève du lit. Certaines cicatrices se sont estompées, d'autres non. Mais chaque petite étape franchie me donnait l'impression de me réapproprier une parcelle de moi-même. Le premier jour de mon retour au travail, l'une de mes jeunes patientes m'a tendu un dessin. Il montrait deux personnes se tenant la main, dont l'une portait une minerve. « Tu as l'air plus forte maintenant », a dit la petite fille. J'ai souri, je crois que je le suis. Pour la première fois depuis des années. La force ne consistait pas à faire comme si tout allait bien. Elle consistait à refuser d'accepter un mensonge simplement parce que tout le monde le répétait. J'ai aussi pris une décision qui en a surpris certains. J'ai cessé de me rendre aux réunions de famille où l'on ne me respectait pas. J'ai bloqué les membres de la famille qui continuaient d'insister pour que tout le monde passe à autre chose. Passer à autre chose ne signifiait pas faire comme si rien ne s'était produit. Cela signifiait construire une vie où je n'avais plus à mériter une gentillesse élémentaire. À la place, j'ai passé les fêtes avec des amis proches. Des collègues et des gens qui s'étaient tenus à mes côtés quand ma propre famille s'y refusait. La différence était simple, quand je parlais, ils écoutaient. Quand j'avais mal, ils s'en souciaient. Parfois, les gens me demandent si je déteste Brittany. La vérité est plus complexe. Je ne passe plus ma vie à penser à elle. Ce qui reste en moi, ce n'est pas le moment où elle m'a poussé. C'est le moment où un médecin expérimenté des urgences a regardé au-delà d'une simple blessure et a reconnu un schéma que personne d'autre n'avait voulu voir. S'il avait accepté l'explication facile, s'il n'avait traité que la fracture la plus récente, la version de l'histoire donnée par ma famille aurait pu survivre. Au lieu de cela, il a fait confiance aux preuves. Et parce qu'il l'a fait, j'ai enfin fait confiance en moi-même.
Tout le monde disait que ce n'était qu'une blague. Mais une seule IRM a prouvé que je n'avais jamais été maladroite. J'avais simplement survécu à une famille qui s'obstinait à qualifier la violence de plaisanterie.